Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Presque pour faire une gazette. Oui, un update lecture. On ne m'arrête plus, ça y est, je les enchaîne tous, comme ça après je serai à jour. Donc on va remonter le temps. Ce sera de mes lectures de fin novembre ou début décembre. Voilà, on commence avec Noblesse oblige, le tome 6, Le Vicomte mis à nu de Sally Mackenzie aux éditions Milady, collection Pemberley. Ici, on est dans une romance historique. Une saga que j'aime beaucoup, une saga qui me fait rire. À chaque fois, il arrive toujours des quiproquos et je trouve qu'ici, alors là, c'est le pompon sur la pomponnette. En fait, Jane, pas une vieille fille, mais pense ne jamais trouver un époux. Et un soir, entend du bruit, elle est hébergée dans une maison. Et en fait, c'est le voisin d'à côté, donc le vicomte Mouton, c'est Mouton qui s'appelle, oui, le vicomte Mouton, qui s'introduit à l'intérieur de la demeure où elle est une invitée, mais le propriétaire est absent. Alors, en fait, Lord Mouton cherche, mène une enquête pour la couronne britannique. Et en fait, il cherche des indices, comme une chasse au trésor, si vous voulez. C'est des papiers qui réunis forment un tableau d'une genre de société secrète. Oui, je suis très à la mode de ça. De société secrète, si je peux appeler ça comme ça. En fait, des bourgeois, des, des ducs, des barons, qui en fait ont des mœurs légères et en fait font partie d'un groupe où se passent des soirées un peu olé olé, partouze quoi, on va pas appeler un chat un chat, hein, voilà, partouze et autres choses brinque-ballantes dans la haute société, mais cachées. Et en fait, Lord Mouton recherche un des personnages qui fait partie de ce groupe-là, mais il ne connaît pas le visage ni la personne. Il s'introduit donc dans la propriété où est Jane et elle le surprend. Et alors, elle décide de faire partie de l'enquête. Et à partir de là, je peux vous dire que c'est un fou rire monumental, puisque les indices se retrouvent dans une statuette assez spécifique et ça part, l'enquête part là-dessus. Et j'avoue que franchement, alors Jane est beaucoup plus dégourdie que Lord Mouton, on dirait que il n'a jamais été agent secret et que il n'a jamais mené d'enquête, donc c'est Jane qui découvre toujours tout. Donc en fait, il ne peut pas se débarrasser d'elle, mais entre eux, il y a une attirance, etc. Donc vraiment, c'est toujours aussi drôle. Sally Mackenzie, elle vous amène dans des romances historiques alors légères, c'est des bouquins de détente, et elle vous amène donc dans l'Angleterre du 19e siècle à peu près, je pense, et elle vous fait passer toujours des bons moments parce qu'il arrive toujours des quiproquos, c'est toujours un peu rocambolesque, c'est toujours léger, ils sont toujours un petit peu chauds, ils se tripotent, etc. Donc c'est toujours assez agréable. Et là, franchement, l'enquête, elle m'a fait mourir de rire parce que c'était vraiment drôle. Euh, cette enquête où il cherche donc en fait ces personnages et donc dans chaque bout qu'il trouve, il trouve en fait des scènes un peu olé olé. Donc pour Jane qui normalement est une jeune femme un peu voilà prude, qui n'a jamais vu le loup, on va dire, même pas du tout, voir des scènes comme ça. Donc le vicomte ne veut pas la laisser faire. Enfin, c'est vraiment très drôle. Et j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, Sally Mackenzie avec sa saga Noblesse oblige. Moi, ça marche à chaque fois. Voilà, on ne demande pas non plus que ça soit révolutionnaire. On passe un bon moment, c'est rigolo. Donc moi, ça marche très très bien. Je lui mets un 8 sur 10. Voilà, ce tome 6, c'était l'avant-dernier. Et donc dans la prochaine vidéo, vous verrez le tome 7, puisque je l'ai lu. C'était ma première lecture de l'année 2017. Et ça y est, je l'ai fini, la saga. J'aime beaucoup cette saga, donc je lirai la saga spin-off sur les duchesses. Les Duchesses mises à nu, je crois que c'est les Duchesses, je sais plus le titre, mais elle a sorti une autre saga, donc avec des femmes, et je lirai la suite, enfin, ce spin-off de cet auteur parce que j'aime beaucoup, voilà, je passe toujours un bon moment, c'est rigolo, c'est léger, c'est des romances historiques sympas, on s'attarde pas sur les us et coutumes de l'époque, puisque là, je vous dis, c'est un peu olé olé, quoi, je pense que l'auteur prend énormément de liberté, mais ça reste voilà, une lecture détente. On passe toujours un bon moment avec ses beaux costumes et ses froufrous et ses balles de l'époque et ses convenances que ces couples-là ne suivent pas forcément à la lettre. Voilà, donc un 8 sur 10.
Ensuite, j'ai lu, on change de registre, La garçonnière d'Hélène Grémillon aux éditions Folio. J'avais lu de l'auteur, alors je sais plus, en 2015, je crois. Oui, je l'ai lu en 2015, Le Confident de cet auteur-là. Je crois que j'avais fait un avis. J'essaierai de le retrouver, de vous le mettre en barre d'infos. C'est du contemporain. J'avais beaucoup aimé. C'était sur la Seconde Guerre mondiale et Hélène Grémillon a l'art de faire souffrir ses personnages et de montrer un côté assez noir des gens. Ici, dans La Garçonnière, on retrouve une jeune femme défenestrée et tout accuse son mari. Alors, est-il coupable? N'est-il pas coupable? Il est psychologue, il a aidé beaucoup de gens. On se retrouve en Argentine. Alors, elle trouve toujours, voilà, Hélène Grémillon, elle trouve toujours un contexte. Donc, la dernière fois, c'était la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est l'Argentine après guerre civile. Donc, c'est. Alors, je ne vais pas m'embarquer là-dedans parce que c'est pas une période que je connais du tout, les conflits en Argentine. Euh, il y a eu des guérillas, il y a eu l'oppression et beaucoup de gens sont morts. On a fait des vendettas où on a tué beaucoup de personnes et on est après ces événements-là, donc les gens essaient de se reconstruire, ont perdu beaucoup de gens qu'ils aimaient et surtout ne savent pas forcément ce qui leur est arrivé parce qu'ils étaient enlevés dans la nuit puis tués, mais on ne sait pas forcément ce que cette police secrète, je ne sais pas si on peut appeler ça police secrète, a fait. Et donc Vittorio, le psychologue, a soigné beaucoup de gens qui donc sortent de ces, qui sont un peu dépressifs suite à des pertes dans leur famille, de leurs proches. Et on démarre comme ça à peu près, on ne sait pas trop dans quoi on est catapulté, et puis sa femme meurt. Est-il l'auteur de ce crime? Tout l'accuse. Et franchement, c'est mené, mais alors parfaitement. Donc, une de ses patientes l'aime beaucoup et décide de lui venir en aide. Et à un moment donné, on sent une psychologie très fragile au niveau de notre héroïne. Donc, on ne sait pas trop si elle a vraiment toute sa tête. Donc, elle vit avec son fils qui essaye de veiller sur elle parce que depuis la mort donc, de sa fille, cette femme s'est coupée de tout, boit, s'autodétruit et ignore complètement son fils. Pour elle, seule sa fille décédée compte. Donc voilà, il y a un côté très noir toujours dans les récits d'Hélène Grémillon, c'est ce que je trouve. Voilà, on sent la noirceur, le côté sombre, et ensuite on sent le mal. Franchement, il y a le mal. Il y a pas, rien, personne n'est blanc et noir. Donc on apprend plein de choses. En fait, Vittorio se dit quelqu'un que je soignais doit être l'auteur de ce crime. Donc il s'allie donc cette patiente et lui pour essayer de démêler l'histoire. Mais à un moment donné, est-il vraiment non coupable de ce crime? Qu'elle pense, cette dame? Et en fait, on a un rebondissement, donc tout se catapulte. Et en fait, on a les tenants et les aboutissants, et on a le fin mot de cette histoire, et on se dit, mais c'est pas possible. Donc en fait, il n'y a rien de blanc dans ce récit-là, et c'est très sombre. Donc, le final, enfin le point final de ce roman, donc franchement, ça vous fout les boules, mais alors d'une force, franchement, j'étais en colère. Je me dis, avec Hélène Grémillon, on est souvent surpris de la fin et on est souvent mécontent parce que c'est le deuxième roman qu'elle a écrit et c'est le deuxième roman que je lis et c'est le deuxième roman où je suis mécontente de ma fin. Donc, je suis. Alors, par contre, elle a le don de vous amener. Il se passe pas, c'est pas plein d'intrigues, plein de trucs, mais on suit l'évolution. On en apprend plus sur cette période noire de l'Argentine, sur Vittorio, sur sa femme, sur, sur la patiente et sur les autres patients. Donc, qui est le coupable dans cette histoire? On est un peu mené en bateau par l'auteur. À un moment donné, je pensais avoir la réponse, puis ensuite non, puis on a un revirement, et puis on se dit mais c'est pas possible. Et puis cette fin. Alors cette fin qui est, qui moi m'a foutu les boules, enfin qui m'a foutu les boules pour les personnages en fait. Voilà, c'est ça. Hélène Grémillon ne les épargne pas. Hein. Il y a pas, il y a, voilà, elle les épargne pas.
J'aime beaucoup son écriture, c'est incisif, c'est bien. En plus, elle met toujours un contexte, comme je vous dis, un contexte d'un pays, d'une époque, d'événements qui se sont passés et d'où découle la psychologie et les événements de nos personnages dus à ces événements antérieurs, donc la Seconde Guerre mondiale ou ici les, euh, la guerre civile en Argentine. Donc voilà. Mais moi, ça a encore marché avec Hélène Grémillon, c'était très sympa. J'aime beaucoup la plume de cet auteur, j'aime beaucoup ses histoires. Alors voilà, c'est sombre, c'est noir, et il n'y a pas de blanc ou de noir. Il y a beaucoup de gris, ouais, enfin, il y a beaucoup de couleurs pas très sympas. Et ça se finit pas forcément comme on l'aimerait. Et j'avoue que j'ai été sur le cul à la fin et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Donc j'avais un peu les boules de cette fin. Voilà, j'avais les boules pour mes personnages en fait. Parce que bon, je pense qu'ils méritaient pas ça et ils m'ont fait de la peine. Voilà. Donc quoi, comme quoi, aider son prochain, des fois, c'est pas toujours top. Vous vous demandez pourquoi. Je vous laisse découvrir Hélène Grémillon en contemporain. En drame contemporain, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, les deux romans que j'ai lus d'elle, ben, ils ont fait leur petit effet et j'ai passé d'excellents moments. On continue. Le dernier dont je vais vous parler, c'est Les Larmes Rouges, le tome 3 Quintessence de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup la plume de cet auteur, j'aime énormément son autre saga, enfin, j'aime beaucoup plus son autre saga de Victorian Fantasy. Ici, j'avais adoré le tome 1 et j'avais beaucoup aimé le tome 2 et j'attendais donc avec impatience le tome 3. J'ai mis pas mal de temps à le sortir de ma pile à lire puisqu'il est sorti déjà depuis un bon moment. J'ai réussi à me le procurer en occasion. Alors, Georgia Caldera, l'univers des larmes rouges, c'est Cornelia et Henry. Alors, Cornelia est humaine. Elle décide de se suicider parce que dans sa tête, depuis quelque temps, ça ne va pas. Quelqu'un essaie de prendre possession d'elle. Elle, euh, Elle est torturée. Et Henry vient la sauver. Et entre eux commence une relation. Une relation d'abord, une relation quelconque. Et elle apprend surtout qui il est et ce qu'il est. Donc, et en découle donc des révélations sur notre héroïne. Et l'auteur a mis en place voilà, un passé pour notre héroïne, un côté fantastique donc avec les vampires, et une évolution sur la relation Henri-Cornelia, mais surtout sur Cornelia, sa façon d'être humaine, d'évoluer au fil des pages, de changer. Et voilà, et donc on nous amène à cet univers-là. Donc au départ, elle reste très éloignée de cet univers. Ensuite, Henri ne veut pas d'elle dans cet univers-là. Puis ensuite, elle y plonge complètement. Donc elle est obligée d'apprendre les us et coutumes de ces vampires qui ne sont pas forcément très très sympathiques, quand même. Et on connaît les tenants et les aboutissants et le passé d'Henri au fur et à mesure du tome, dans le tome 2. On en apprend beaucoup plus. Donc j'attendais beaucoup le tome 3 parce qu'à la fin du tome 2, forcément, il y arrive un événement à la fin, donc forcément ça nous remet. On se dit, mais zut, je veux le tome 3, donc je veux le lire. J'ai plongé dans le tome 3 et j'ai trouvé. C'était la déception. C'était la déception du mois de décembre, puisqu'il fait quand même 130 pages, et je me suis ennuyée. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur dans ce tome 3 et qu'il manquait de punch, qu'il manquait d'action. Je m'étais dit que dans ce tome 3, alors c'est peut-être une erreur de ma part de m'être dit qu'il y aurait de l'action parce que vu cette fin du tome 2, je me suis dit, ah là là, Mazette, on va en prendre plein la tronche. Enfin, Cornelia et Henri vont en prendre plein la tronche. Et puis pas du tout. Donc on stagne pendant pas mal de pages. J'ai trouvé il se passait des choses mais qui amènent à rien. Et du coup, j'ai été hyper déçue de ma lecture. Voilà. Donc c'est ma petite déception de décembre. Voilà, 600 pages. Je pense que l'auteur aurait pu couper un peu plus. Forcément, j'ai aimé la fin. Bien évidemment, c'était tout ce que j'avais envie d'avoir. Euh, j'ai beaucoup aimé quand même retrouver les personnages. Je peux vous dire que alors Georgia Caldera ne lésine pas sur les victimes dans sa saga. Hein, allons-y gaiement, hein, on peut se passer de une cinquantaine de personnes, hein, c'est bon, allons-y, décapitation. Donc ça, pour le coup, on n'est pas déçu. Mais j'ai trouvé qu'il manquait énormément d'entrain. Je trouve qu'il ne se passe pas énormément de choses. Je pensais que dans ce tome 3, il y aurait vraiment beaucoup plus de choses, vu que c'était le dernier.
j'ai été pas mal déçue. Il y avait quelques longueurs déjà dans les 2 premiers, mais ça m'avait pas forcément, déplu. J'avais quand même continué avec envie, mais dans ce tome 3, voilà, j'ai été quand même un petit peu déçue de ma lecture. Mais ça reste quand même, Georgia Caldera. Donc, si vous connaissez, si vous essayez sa plume, vraiment, elle a une plume magnifique. Elle sait, voilà, vous transporter dans cet univers qu'elle a créé, très sombre, très noir, très poétique, très romanesque. Voilà, c'est le côté cool. Il se passe quand même des événements assez intéressants. Cornelia, enfin, arrête de nous agacer à pleurnicher, prend son destin en main, et ça, j'ai trouvé ça génial. Et la fin, forcément, est très intéressante, hein. Les peu de choses qui se passent sur le dénouement de l'histoire est vraiment très prenant. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs et ça m'a gâché un petit peu la lecture. Sur 600 pages, voilà, zut quoi. Voilà, donc je lui mets un 6 sur 10. C'est quand même pas mal. Mais c'est une saga quand même en 3 tomes qui vaut le détour par la plume, par l'univers, par les personnages, par la romance mise en place, donc entre Cornelia et Henry, qui est quand même pas simple du tout, hein, donc qui est vraiment très très bien amené. On en apprend surtout beaucoup plus sur Henry au tome 2, ça c'est un pur régal. Donc c'est quand même une saga que je vous conseille, qui fait en 7,5, 8 sur 10 sur la saga dans sa globalité. Voilà, on a fait le tour de mes lectures passées. Je vous embête pas plus longtemps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez envie qu'on discute sur une de ces lectures. Et vous, qu'avez-vous lu? Que me conseillez-vous? Dans la même veine que ces lectures-là, peut-être, ou autres. Pour les nouveaux arrivants, encore merci de me suivre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!